Bonjour à toutes et à tous. Merci de nous rejoindre avec mes excuses pour ces 2 minutes de retard pour ce webinaire consacré aux friches industrielles. Je dois tout d'abord excuser l'absence d'Éric Branquet qui a des soucis de santé familiaux et qui sera remplacé en partie par Benjamin Huglot sur des parties, disons, risques et tiers investisseurs. Et je suis donc heureuse de vous accueillir avec Frédéric Poitou, chimiste, expert judiciaire, et Bertrand Delprat, qui gère le bureau Calidris, spécialiste de la biodiversité, tous membres, eux, du réseau TRI, sur ce sujet très important, en fait, qui est celui des friches, car nous avons en France un trésor, ça s'appelle des friches. Elles peuvent être commerciales, elles peuvent être agricoles, elles peuvent être urbaines et elles peuvent être industrielles. C'est de celles-là dont on va vous parler aujourd'hui, tous les quatre. Alors, qu'est-ce que c'est qu'une friche d'abord? Une friche, elle est définie par la loi climat-résilience qui a cherché à arriver à une définition harmonisée dans l'article L126 du Code de l'urbanisme qui vise les biens ou droits immobiliers bâtis ou non bâtis. Ce sont des terrains inutilisés qui doivent faire l'objet d'un réemploi par le biais d'un aménagement ou de travaux préalables. C'est la définition qui en est désormais donnée. C'est donc l'usage futur du terrain qui est en jeu, sachant, et on aura l'occasion de revenir sur ce point, que la mise en place des ZAN peut également permettre une valorisation écologique des friches. Sur un plan plus quantitatif, de quoi parle-t-on quand on parle des friches? Selon le CEREMA, dans un rapport qui a été publié très récemment, il existe en France entre 80 et 140 000 hectares de friches, ce qui est quand même tout à fait considérable, dont 22% de friches industrielles, et 50% de ces friches seraient potentiellement mobilisables pour l'industrie, ce qui représente près de 40 000 hectares à une époque où la France cherche à se réindustrialiser. C'est donc quelque chose d'extrêmement important. L'inventaire national que l'on est en train de mettre en place, précisément pour gérer ces friches, propose un indice dit de mutabilité, friche par friche, indice qui est d'autant plus élevé qu'un usage économique est possible. Voilà, quelques mots d'introduction. Notre propos s'orientera autour de deux grands thèmes. D'abord, quelles sont les questions à se poser en face d'une friche industrielle et ensuite, comment est-ce qu'on y répond? Alors, les questions, elles sont d'ordre technique et d'ordre juridique. Vous ne serez pas étonné que je fasse l'impasse sur les questions d'ordre technique pour passer la parole d'abord à Frédéric Poitou pour les questions de sol et chimique et à Bertrand Delprat pour les contraintes de biodiversité. Frédéric, c'est à vous. Ok, donc je ne sais pas si je vais avoir mon diaporama, mais si je ne l'ai pas, Hélène, ne vous inquiétez pas, on va trouver une solution, c'est pas très grave. Voilà, ok, donc on va descendre un petit peu. Slide suivante. On descend, on descend, on descend. Encore, ça c'est Corinne qui va le faire. Voilà, stop. Ok, donc les dimensions à prendre en compte, en fait, la valorisation d'une friche ne se limite pas à l'aspect foncier, elle implique des dimensions environnementales, sanitaires, techniques, économiques et réglementaires, et en ce qui me concerne, chimiques. L'objectif est d'assurer la compatibilité du site avec son futur usage en relation avec l'usage ancien, tout en maîtrisant les risques pour la santé humaine et l'environnement. La valorisation d'une friche industrielle repose sur une approche progressive et structurée qui commence évidemment par la collecte des informations historiques permettant de comprendre les usages passés du site. Par exemple, je suis intervenu il n'y a pas très longtemps sur une friche industrielle dans le centre de Nice. Il faut d'abord comprendre à quoi elle a servi auparavant pour essayer de déterminer les risques et savoir comment est-ce qu'on va la traiter, évidemment. Ces données sont complétées par une analyse documentaire qui regroupe les archives, les études existantes, parce que souvent il y en a, et les données réglementaires. Ensuite, il faut passer par une inspection terrain qui permet de confronter ces informations à la réalité du site. Et ensuite, il faut passer sur des analyses chimiques ciblées
qui permettent d'objectiver l'état environnemental du site avant leur synthèse dans un rapport d'audit qui est le support définitif à la prise de décision. Donc, vous pouvez passer à la slide suivante, peut-être. La mise en œuvre des analyses. OK. Donc, la mise en œuvre des analyses environnementales constitue une étape clé dans l'évaluation d'une friche. Elle repose sur des investigations ciblées qui portent sur les sols, les sédiments, les eaux souterraines et les matériaux de construction. C'est important parce qu'on imagine toujours qu'il n'y a que les sols, mais en réalité, les eaux peuvent être polluées, altérées, etc. Et les matériaux de construction, en particulier les peintures, ont un impact vraiment, vraiment important. Ces analyses sont adaptées aux usages passés du site et aux enjeux identifiés lors des phases préalables. On peut passer à la slide suivante. Hop, pour les sols et sédiments. Alors, les sols et sédiments sont souvent les principaux réservoirs de pollution dans une friche industrielle. Les investigations visent à identifier les contaminants présents issus des activités industrielles passées, leur concentration et leur répartition. Les résultats permettent de définir des mesures de gestion, confinement, traitement ou excavation, et on analyse successivement les hydrocarbures du sol. C'est très important, c'est souvent ce qu'on trouve en premier lieu. On trouve les HAP ensuite, les hydrocarbures aromatiques polycycliques. On va s'occuper ensuite aux métaux lourds, les fameux métaux lourds, qui sont des traces qu'on trouve dans toutes les peintures, dans toutes les canalisations, dans de nombreux additifs. Les solvants chlorés, ça c'est un petit peu plus rare. Et puis, tout simplement, ensuite, le pH et la conductivité et les matières organiques qui caractérisent le fonctionnement global du sol et influencent le comportement des polluants. On peut passer à la slide suivante, les eaux souterraines. Hop, stop. Voilà. Les eaux souterraines peuvent être impactées par les activités passées du site. Les analyses, et donc j'en fais vraiment régulièrement sur ce sujet, servent à évaluer la qualité de la nappe et les risques de migration des polluants. On réalise successivement les dosages suivants. Les hydrocarbures totaux dissous, parce que contrairement à ce qu'on croit, les hydrocarbures sont quand même partiellement solubles. Les HAP, qui sont analysés en raison de leur persistance et de leur potentiel toxique. Les métaux dissous, ça ce sont de loin les plus toxiques parce qu'on a beaucoup de mal à les éliminer. Les solvants chlorés, et là encore, on vérifie le pH et la conductivité. On peut passer à la slide suivante. Les matériaux de construction. Lise-Hélène. OK. Donc, je vais me passer de Lise-Hélène, mais ensuite, on s'occupe aux matériaux de construction. Donc, les matériaux de construction qui peuvent contenir des substances dangereuses comme l'amiante, le plomb, les hydrocarbures. Et leurs analyses permettent d'anticiper les contraintes liées à la réhabilitation, à la démolition du site. On mesure dans les peintures les métaux lourds, on en trouve énormément. Donc, quand on réhabilite une friche industrielle, il y a tous les espaces de peinture qui tombent au sol et qui impactent l'environnement par des métaux lourds. On mesure l'amiante aussi, qui était largement utilisée dans les bâtiments anciens, et puis les PCB. Et j'ai pratiquement terminé, simplement pour vous dire que la fin de ma mission, c'est généralement la rédaction d'un rapport d'audit qui fait l'état de l'existant, mais surtout qui propose des méthodologies et des solutions sur la base de techniques et de guides réglementaires pour réhabiliter le site. Donc, ça peut être l'excavation, ça peut être le traitement sur site. En fait, il faut trouver une solution qui permette de restituer le site en état environnemental acceptable pour sa future utilisation. Voilà, j'ai été bref. Je laisse la parole à Bertrand. Merci Frédéric. Bertrand, c'est à vous. On ne vous entend pas. On ne vous entend pas. Votre micro est coupé. Non? On ne vous entend pas. Bon, alors, ce que je propose, je vais reprendre la main le temps que Bertrand se décroche et revienne. Je lui repasserai la parole. Et donc, je vais enchaîner sur les enjeux juridiques et je repasserai la parole à Bertrand
pour les enjeux de biodiversité quand il aurait résolu son problème de micro, s'il en est d'accord. Alors, je passe donc aux enjeux juridiques. Les enjeux juridiques, ils vont être de plusieurs natures. D'abord, des enjeux de propriété. Qui est propriétaire? Depuis combien de temps? Est-ce que le propriétaire vit ou pas sur la commune? Parce que c'est très important pour connaître son lien avec les autorités locales, avec le voisinage. Et est-ce qu'il s'agit d'un propriétaire unique, d'une copropriété ou d'une multipropriété? Parce que tout ça va bien entendu avoir une importance sur les enjeux contractuels qui peuvent venir et sur lesquels Benjamin Hublot s'exprimera tout à l'heure quand on parlera de tiers investisseurs. Donc, qui est propriétaire? Ça, c'est la première question. La deuxième question qu'on va se poser, c'est quelles sont les règles d'urbanisme applicables? Comme je l'ai indiqué et comme Frédéric Poitou l'a rappelé, l'usage futur est ce qui va conditionner la remise en état et la dépollution du site. Donc, ça marche. Usage futur, il faut regarder quoi? On va regarder les règles du SCOT, mais surtout les règles du PDU et du PLU, pardon, du plan local d'urbanisme et du plan local d'urbanisme intercommunal s'il y a lieu, qui va déterminer le type d'opération susceptible d'être réalisée dans la zone. Donc, on va regarder le zonage. S'il s'agit d'une friche qui est en zone A ou en zone N, ça va être beaucoup plus difficile, évidemment, de réaliser un projet industriel que s'il s'agit d'une friche qui est classée en zone industrielle. Et puis, la réalisation de logements également s'avérera très difficile, surtout en période de ZAN. Ensuite, on va regarder les enjeux patrimoniaux et de paysage, dont peut-être Bertrand nous reparlera dans un instant. Et ensuite, bien sûr, les enjeux de risques technologiques et industriels et naturels. Est-ce qu'il y a un PPRI, par exemple, un plan d'exposition au risque d'inondation? Est-ce qu'il y a un plan des risques d'effondrement? Tous les sujets naturels et bien entendu les sujets technologiques. Est-ce que le terrain se situe à proximité d'une zone où il y a un PPRT parce qu'il y a une Céveso, où il y a je ne sais quelle installation à risque à proximité. Donc, bien sûr, les règles d'urbanisme vont être très importantes pour déterminer ce que l'on peut faire. Troisième question qu'on va se poser, c'est celle des ICPE, installations classées pour l'environnement. Est-ce que cette friche supporte ou a supporté une installation classée qui peut être soumise à déclaration, agrément ou autorisation, qui peut même avoir été une installation Céveso seuil haut, c'est possible, c'est le haut de gamme, si je puis dire. Donc, il est très important, Frédéric a fait une allusion tout à l'heure, de se procurer tous les actes administratifs qui concernent le fonctionnement de cette installation. Les arrêtés d'autorisation s'il y en a, les agréments s'il y en a, les déclarations, etc., les avis des inspections des installations classées s'il y en a eu, etc., etc. Et puis, on va déboucher sur la question fondamentale, si c'est une ICPE, est-ce qu'il y a eu une cessation d'activité et une remise en état du site? Si oui, quels sont les actes qui l'attestent? Est-ce qu'il y a eu un récolement? Parce que c'est des opérations qui ont pu se dérouler 8 ans, 10 ans, 12 ans, beaucoup plus tôt. Donc, il faut rechercher tous ces éléments pour avoir effectivement une vision très claire de la situation du site, étant rappelé, et c'est essentiel, qu'en cas d'installation classée, c'est le dernier exploitant qui est toujours responsable de son site, ce qui permet au préfet, avec X années de retard, de revenir et de dire, mais attention, il y a tel et tel point qui ne va pas et qui ne permet pas de considérer que les intérêts environnementaux sont convenablement défendus. Alors, bien sûr, la situation ne va pas être la même si on est en face d'un exploitant propriétaire du site et qu'il est toujours. Je dirais que c'est le cas le plus simple. Parce que là, le porteur d'un projet a un interlocuteur et va pouvoir discuter très clairement. Ou bien si on a une installation classée qui avait été locataire, qui est partie, il n'y a plus personne,
Elle a été éventuellement liquidée. Il n'y a plus de responsable de cette remise en état du site. Ce n'est pas le propriétaire qui doit normalement l'assumer, mais il est très clair que le propriétaire, il est impacté par la valeur de son terrain s'il est en propriétaire d'un terrain qui reste pollué. Et puis, la dernière question que l'on va avoir à se poser, c'est est-ce qu'il existe des servitudes? Est-ce que des servitudes d'utilité publique ont été établies sur ce terrain? Ça veut dire quoi? Ben, s'il y a des servitudes d'utilité publique, ça veut dire qu'on ne peut pas y faire n'importe quoi. Par exemple, qu'on ne peut pas y faire des trous. Il peut y avoir aussi des servitudes d'utilité publique sur le voisinage. Question, est-ce que dans le cadre d'une reconquête de friche, on peut imaginer de mettre en place des servitudes d'utilité publique pour le voisinage parce qu'on n'est pas arrivé à une totale dépollution? Oui, mais ça s'indemnise. Donc voilà, c'est toutes ces questions qui doivent être posées quand on a l'idée de monter un projet sur une friche industrielle. Et je repasse donc la parole à Bertrand, dont j'ai compris qu'il avait retrouvé son micro. Normalement, le micro marche. C'est bon? C'est bon. Bonjour. Donc, Bertrand Neuprac, je suis écologue, responsable du bureau d'études Cadidris, et donc on fait tout ce qui est études d'impact sur la faune, la flore, zone humide, dans le cadre de projets d'aménagement. Alors, nous, pour les écologues, une friche, ce n'est pas tout à fait la même définition que dans l'urbanisme, etc. Lise Hélène, si vous pouvez afficher le PowerPoint, c'est parfait, puisque pour nous, les friches, c'est un habitat suivant la nomenclature Corinne Biotope. Donc, c'est un type d'habitat naturel. Ce sont des zones qui sont des délaissées, souvent après des cultures, au bord des routes, des terrains vagues. Et on fait la distinction avec les sites industriels anciens, qui sont des sites abandonnés où généralement on a des taux de pollution importants. Partant de ça, lorsqu'il est question d'un projet sur une zone délaissée, que ce soit un site industriel ou un terrain en friche au sens de la nomenclature Corinne Biotope, en fait, on va avoir trois réglementations majeures qui s'appliquent concernant la biodiversité. C'est tout d'abord la réglementation espèces protégées, parce que même sur des sites parfois très fortement pollués, on va avoir des espèces qui relèvent de la réglementation espèces protégées, donc article L401 du Code de l'environnement. Donc il est interdit de les détruire, de les perturber et de détruire ou altérer les éléments physiques ou biologiques utiles au repos ou à la reproduction de ces espèces pour autant que cela remette en cause la réalisation de leur cycle écologique. Ces espèces sont souvent présentes parce que l'activité humaine y est particulièrement réduite et elles trouvent un peu de quiétude. C'est des cas que nous avons rencontrés dans l'entreprise, notamment pour un centre fiduciaire à La Courneuve, où dans des anciens entrepôts industriels, en fait, il y avait des colonies de chauves-souris qui étaient installées et des espèces de plantes métallophiles qui relevaient de la réglementation espèces protégées et qu'on trouvait là justement parce qu'on avait un site pollué. Autre réglementation qu'il ne faut pas négliger, parce que vous pouvez avoir très bien des friches industrielles qui sont en bordure de sites Natura 2000 ou inclus dans des sites Natura 2000. Et lorsque vous êtes susceptible d'avoir une incidence dans le cadre de votre projet sur des objectifs de conservation qui ont valu la désignation du site Natura 2000, eh bien, il est indispensable de réaliser une étude d'incidence. L'autre réglementation importante, c'est la réglementation liée aux zones humides. Donc, c'est un héritage, c'est lié à la loi sur l'eau, la nomenclature 3310, qui impose de ne pas détruire ou altérer les fonctionnalités écologiques et biogéochimiques des zones humides. Donc, on ne décaisse pas, on ne remblaye pas une zone humide. Il y a des seuils à 1000 m² en dessous duquel il n'est pas requis de faire un dossier. De 1000 m² à 1 hectare, on est en déclaration et au-delà d'1 hectare, on est en autorisation.
Ceci dit, alors c'est dommage qu'on ne puisse pas mettre la Je suis vraiment présentation. désolée. On a un vrai problème Ah, pour mettre les slides, mais bien entendu, ils seront mis sur le site et ils seront récupérables par tous nos auditeurs et participants. alors, bon, ce n'est pas grave. Ceci étant, voilà, parfait, c'est Ouais, exactement cette slide sur laquelle j'étais. ouais, Ah, et elle a ça suit. disparu. Euh, Ce qui est important lorsqu'on fait un dossier réglementaire lié à une friche, et spécifiquement pour une friche industrielle, c'est de garder à l'esprit l'historique de la zone. Frédéric Poitou parlait de la question de la pollution et de l'impact de la pollution sur la santé humaine. Il ne faut pas oublier que nous ne sommes que des animaux et que lorsque les humains sont impactés par la pollution, les animaux le sont également. Et donc, lorsque vous êtes sur un ancien site minier ou sur la commune, vous avez des interdictions de faire des potagers, par exemple. Eh bien, lorsque sur l'ancien site minier, vous avez quelques espèces protégées qui se sont installées, il ne faut pas oublier de mentionner dans l'état initial et de discuter l'état initial au regard de la contamination de la chaîne alimentaire par les polluants du site. Et d'expliquer, d'être en mesure d'expliquer pourquoi, ma foi, un projet d'aménagement est plus justifié sur cet ancien site industriel qui finalement peut être remis à des normes sanitaires pour éviter la pollution que sur du terrain naturel. C'est quelque chose qui, pour moi, est important parce que ça permet d'avoir une approche proportionnée des enjeux et des impacts des projets. Voilà rapidement, pour synthétiser en 3 mots la question de la biodiversité vis-à-vis des friches, c'est que la biodiversité et les zones humides, on ne s'en friche pas du tout. Ça n'est pas nécessairement un problème pour le projet si on l'a pris en amont. Si on découvre en fin de projet ou en milieu de projet qu'il y a des espèces protégées, je pourrais vous citer autant de projets que vous voulez qui ont pris du retard, une fois pour un nid d'hirondelles de fenêtres qui était sur des bâtiments qui étaient en réfection, une fois sur une décharge à côté de chez nous que tout le monde avait oublié et qui a été retrouvée du fait de sondages archéologiques, et puis sur laquelle il y a des enjeux de santé publique, etc., importants, mais quelques espèces protégées, et les problématiques se greffent, biodiversité qui se greffe en cours de projet, d'un coup vont être très impactantes parce que les projets ont déjà pris certaines directions, et là, ça devient problématique. Alors que si on les anticipe en amont, normalement, il n'y a pas de raison que ça se passe mal. Voilà. Et s'il y a des Merci, questions, je suis sans merci problème. Bertrand. Merci Bertrand. C'est très optimisant parce qu'on voit beaucoup de projets dont on se dit ben, c'est foutu parce qu'il y a tel élément de biodiversité. Ce que vous venez de nous dire, c'est que bien pris en amont, c'est des questions qui se règlent. Donc, Tout à fait. C'est des questions qui se règlent. Et puis, à un moment, il faut poser la question de savoir qu'est-ce qui est important et proportionné dans le cadre du projet. J'ai une zone, pour ne parler que du projet qui est apparu et qui a disparu, qui est un ancien site minier qui a été recouvert d'un bouclier d'argile, où du milieu naturel spontané s'est redéveloppé dessus, où quand des gens, des services de l'environnement vont faire des prélèvements, ils ont une combinaison avec des gants et un masque pour être en sécurité. À un moment, il faut se poser la question de est-ce que mon parc solaire est plus justifié sur cet endroit qui finalement est pollué et une forme de puits de biodiversité, puisqu'on est en train de contaminer une chaîne alimentaire. Et
est-ce qu'il ne vaut pas mieux faire le projet à cet endroit plutôt que de le faire ailleurs? Et je pense qu'il ne faut pas avoir d'état d'âme à présenter la question sous cet angle pour que toutes les parties prenantes de la décision prennent la conscience du poids de leur décision et décident en connaissance de cause. On ne peut pas se cacher derrière une ocustelle tachetée qui est dans un buisson, simplement au prétexte que aujourd'hui elle est protégée. Oui, elle est protégée. Quid de ces jeunes dans un environnement aussi pollué? À mon avis, il vaut mieux mettre le parc solaire à cet endroit et puis mettre de la compensation là où il faut. Mais voilà, encore faut-il faire œuvre de pédagogie et bien expliquer les tenants et aboutissants. Alors, dans la ligne de ce que Bertrand vient de dire, je vais passer au projet possible. Qu'est-ce qu'on peut faire? Alors, ce qu'on peut faire, c'est la réponse, en fait, aux éléments que nous venons de voir. Alors, difficulté technique, on va adapter la dépollution, bien entendu, à l'usage futur, mais aussi aux questions financières. Ce qui veut dire que quand on a mis tous ces éléments ensemble, il y a des choses qu'on ne peut pas faire. Vous n'allez pas faire une zone d'habitation avec des jardinets sur un site qui reste avec une pollution qui est contenue, mais qui existe toujours. Ce n'est pas possible. Donc, vous allez forcément adapter votre usage. Ensuite, il faut que l'opération soit réalisable, c'est-à-dire que le coût de la dépollution soit couvert par l'opération à venir, d'où une adaptation de la dépollution à un usage déterminé, étant entendu que la protection des intérêts majeurs de santé et d'environnement doivent toujours être atteints. C'est-à-dire qu'il n'est pas question d'avoir un site qui continue à polluer. Ça, ce n'est pas possible. Par contre, on peut avoir différentes techniques de dépollution. Frédéric en a dit un mot tout à l'heure, qui vont de l'excavation totale qui va coûter une ruine parce qu'il va falloir mettre tout ça dans des sites de déchets industriels spéciaux et ça coûte un maximum. Mais ça peut être aussi recouvrir d'une dalle ou d'une couche de terre très épaisse qui permet de garder la pollution, c'est-à-dire qu'il ne va pas y avoir de contamination extérieure, mais il y a plein de choses qu'on ne pourra pas faire, et notamment pas aller faire des trous, par exemple. Et puis, il y a des techniques de réhabilitation sur place, notamment naturelles, qui sont aujourd'hui extrêmement intéressantes. Donc, il faut adapter en voyant le prix que cela va coûter et adapter ça à l'usage futur. Et c'est dans ce contexte qu'une négociation entre un vendeur et un acquéreur, porteur d'un projet, va pouvoir se faire avec une négociation qui va porter évidemment sur le niveau de dépollution à atteindre, qui sera facteur de ce que l'État va imposer et d'autre part de ce qui est souhaitable pour faire l'opération que l'on a envie de faire. Il est clair que si l'État vous dit vous êtes dans une zone à nouvel usage industriel, donc on va refaire un usage industriel, c'est un certain niveau de dépollution. Si vous dites moi je suis une collectivité locale, j'ai besoin de logement et donc je veux aller beaucoup plus loin, à ce moment-là, il va y avoir un changement de zonage et il va y avoir un prix qui est complètement différent. Il va falloir pouvoir équilibrer cet objectif. Et c'est dans le cadre de la LOI qui va précéder l'éventuel contrat de vente qu'on va pouvoir commencer à discuter des niveaux de dépollution à atteindre, des contrôles qui vont être exercés et des modes de financement. Et là-dessus, je passe la parole à Benjamin Hublot pour la procédure de tiers investisseur. Je vous remercie. Est-ce que d'abord vous m'entendez bien? Oui. Parfait. Alors, donc je vous remercie. Vous allez voir que sur cette partie-là, en fait, c'est un petit peu la synthèse de ce qui a été dit par rapport à la nécessité de l'accompagnement dans toutes ces procédures et notamment dans les opérations de réhabilitation de friches. Alors, pour bien comprendre dans quel cadre se situe cette procédure de tiers demandeur,
il faut rappeler tout d'abord qu'il y a une obligation de remise en état des sites et sols pollués qui est fixée par l'article L556-3 du Code de l'environnement, où vous avez une hiérarchisation en fait des différents responsables. Dans le cadre d'une ICPE, c'est le dernier exploitant de l'installation à l'origine de la pollution des sols ou le tiers demandeur, ce qui est une novation de la loi ALUR dont on va parler et qui est très important puisque autant jadis, il n'y avait aucune possibilité de pouvoir se substituer ou alors dans des conditions très particulières au dernier exploitant. Lorsqu'il n'y a pas d'ICPE, c'est le producteur de déchets qui a contribué à l'origine de la pollution des sols ou le détenteur de ces déchets qui y est tenu. Et lorsque vous n'avez aucun responsable identifiable, c'est à titre subsidiaire eh bien, le propriétaire du terrain pollué, s'il est démontré qu'il a fait preuve de négligence ou qu'il n'est pas étranger à cette pollution. Le Conseil d'État le définit de la sorte, c'est celui qui ne pouvait ignorer, à la date à laquelle il est devenu propriétaire du terrain, l'existence des déchets et d'autre part que la personne ayant exercé une activité productrice de déchets ne serait pas en mesure de satisfaire à ses obligations. Vous voyez, en ce sens, Conseil d'État, 24 octobre 2014, 361-231. Et donc, je vous le disais, il y a donc cette procédure très spécifique de tiers demandeur, introduite par la loi ALUR du 24 mars 2014, qui a été modifiée par la loi ASAP, et en dernier lieu par la loi Industrie verte du 23 octobre 2023, pour inclure notamment la mise en sécurité du site. Alors, pourquoi, dans le cadre des friches industrielles, cette procédure est tout à fait essentielle? Bien, tout simplement parce que, comme il a été dit, nous avons un contexte très spécifique de pression foncière. Et dans le cadre du ZAN, évidemment, les friches industrielles constituent un vivier tout à fait important et donc des terrains particulièrement convoités. Et ce dispositif de tiers demandeur eh bien, est un effet d'accélérateur pour les porteurs de projets afin de justement reconvertir plus rapidement et surtout reconvertir selon l'usage qui aura été choisi pour le projet. Donc, au lieu de, en fait, de passer par les étapes qu'on a pu évoquer tout à l'heure, c'est-à-dire la réhabilitation pour un premier usage par le dernier exploitant, puis le changement d'usage par le porteur de projet, on va pouvoir aller directement à l'essentiel, c'est-à-dire d'avoir en fait une remise en état du site qui correspond au projet porté par l'opérateur. Et donc, tout cela se fait en coordination directe avec le préfet, de manière évidemment à coordonner l'ensemble des actions et notamment avec les documents d'urbanisme. Ça permet aussi, le cas échéant, d'aller peut-être plus loin sur la dépollution que ce qu'aurait pu faire le dernier exploitant du site. Donc vous l'aurez compris, ça a une dimension économique essentielle. Alors dans tous les cas, je le rappelle, la réhabilitation du site se fait dans le cadre de la méthodologie nationale. Et évidemment, qui peut le plus, peut le moins, la réhabilitation par le tiers ne doit pas être moins disante que celle qui aurait été faite par le dernier exploitant. Et le tiers demandeur a bien évidemment l'obligation de traiter les sources de pollution, ce qui revient à ce que disait aussi Frédéric Poitou tout à l'heure, et donc de supprimer les pollutions concentrées. Alors, la procédure, effectivement, est décrite à l'article L512-21 du Code de l'environnement. Merci les Hélène de revenir à la slide précédente. Encore un peu, merci. Donc, et aussi qu'aux articles R512-76 et R512-81 du Code. Vous avez donc devant vous le schéma du processus global que je vais détailler maintenant. Vous avez d'abord, évidemment, la nécessité de recueillir l'accord de l'industriel dernier exploitant du site. Alors, cette étape peut être tout à fait facultative dans un cas bien évident, c'est celui où tout simplement il n'y a pas d'exploitant sur le terrain. Donc, bien évidemment, dans ces hypothèses, il n'y a pas besoin de recueillir cet accord qui va de soi. Et chose importante, la demande d'accord préalable peut être réalisée avant la notification de la cessation d'activité. Donc, ce tiers demandeur va recueillir, le cas échéant, les accords du propriétaire du terrain, de l'autorité compétente
en matière d'urbanisme, commune ou interco, en fonction des compétences d'urbanisme. Bien évidemment, lorsque ces accords n'ont pas été recueillis dans le cadre de la procédure de cessation d'activité, lorsque nous sommes dans le cadre d'une ICPE, avis rendu sous 3 mois, à défaut, avis favorable. Donc, vous avez un dossier qui va être fait à destination du préfet avec l'accord écrit du dernier exploitant sur le ou les usages futurs du site, l'étendue du transfert des obligations, on va y revenir, de mise en sécurité et de réhabilitation et de surveillance. La proposition du ou des types d'usages futurs et, le cas échéant, les avis. Donc, vous avez cette proposition qui va être soumise au préfet, qui va se prononcer sur l'absence de sur la présence de tous les avis et sur évidemment les documents d'urbanisme en présence. L'importance également là est de souligner sur la question des servitudes d'urbanisme dont on a parlé tout à l'heure. Donc le préfet donne son accord sur l'usage futur qui doit être donné dans un délai de 2 mois. Donc dans le dossier de tiers demandeur, on va retrouver quoi? On va retrouver les mesures de mise en sécurité à mettre en œuvre lorsque, évidemment, le tiers demandeur peut se substituer à la mise en sécurité du site. Et ça, c'est l'apport de la loi de 2023. Vous allez avoir un mémoire de réhabilitation accompagné d'une attestation garantissant l'adéquation des mesures proposées pour la réhabilitation du site, une estimation du montant des travaux de réhabilitation, de surveillance, de restriction d'usage, etc., mise en sécurité, lorsque vous avez une substitution du tiers demandeur à cet égard, une estimation de la durée des travaux, et des mesures de mise en sécurité. Le document qui présente les capacités techniques et financières, je fais juste un petit focus rapide là-dessus. La capacité technique et financière dans tous les dossiers d'ICPE, c'est le nerf de la guerre. C'est vraiment tout à fait essentiel et qui donne lieu à beaucoup de discussions contentieuses le cas échéant. Donc, bien évidemment, ces garanties doivent être constituées avant le démarrage des travaux, couvrent l'ensemble de la durée et des travaux et bien sûr de la surveillance, ce qu'on oublie parfois. Le montant couvre la mise en sécurité, réhabilitation, surveillance et les restrictions d'usage. Sachez qu'à ce stade, le préfet peut faire appel à un expert pour déterminer le montant. Les garanties financières relatives à la mise en sécurité aux travaux de réhabilitation sont levées une fois le PV, le procès-verbal de réalisation des travaux, qui va être délivré à la fin par l'inspection. Vous avez in fine également un document qui présente la façon selon laquelle le dernier exploitant et le tiers demandeur entendent se répartir d'une part les mesures de mise en sécurité, les travaux de réhabilitation et les mesures de surveillance, et d'autre part les mesures de gestion des pollutions. Alors, il faut le savoir que eh bien, la procédure de tiers demandeur peut être partielle, c'est-à-dire que le tiers demandeur ne reprendre qu'une partie du site ou qu'une partie de la responsabilité de la dépollution, ce qui va avoir pour effet de ne pas transférer à son égard les obligations de mise en sécurité et de réhabilitation sur ces zones précises. Alors, bien évidemment, vous devez avoir une clarification très, très nette de cette répartition des responsabilités qui, en cas, bien évidemment, de substitution partielle, risque d'être un nid à contentieux, d'où l'importance d'être particulièrement bien accompagné lorsque on souhaite mener à bien un dossier de demande de substitution partielle. Donc, une fois ce dossier complété, le préfet va donc statuer par un arrêté de substitution qui va définir les travaux, les délais opérationnels de réalisation des travaux, le montant et la durée des garanties financières, le délai pour transmettre l'attestation de constitution des garanties, la surveillance dont le tiers demandeur est responsable, sachant que dans ce cas-là, le silence gardé pendant plus de 4 mois vaut refus. Et l'effet principal de cet arrêté de substitution, c'est le transfert de responsabilité du dernier exploitant vers le tiers demandeur, qui donc devient responsable de premier rang pour la réhabilitation du site, voire, je l'ai dit, sa mise en sécurité. La réalisation des travaux de réhabilitation est constatée donc par le PV de l'inspecteur des installations classées. J'en terminerai là-dessus en disant qu'aujourd'hui, vous pouvez avoir une succession de projets et donc vous pouvez avoir, une fois que cette procédure de tiers demandeur a été menée, qu'un autre tiers puisse se substituer au tiers demandeur initial, bien évidemment en justifiant des mêmes capacités techniques et financières, sans qu'il soit nécessaire de recommencer la procédure ab initio.
Alors, quelles sont les limites de cette procédure de tiers demandeur? Déjà, et on en a parlé avec Bertrand Delprat sur les questions des espèces protégées, vous pouvez avoir une découverte fortuite de pollution. Alors, si c'est en cours de chantier, eh bien, le tiers demandeur va en informer le préfet, proposer donc un nouveau mémoire de réhabilitation avec accompagné d'un nouveau mémoire qui aura pour conséquence, le cas échéant, d'étendre les garanties financières du tiers demandeur. La suite des travaux étant encadrée par un arrêté complémentaire qui prend en compte ces évolutions. Après le chantier, si on découvre cette pollution après le chantier, bien, là, on tombe dans les cas classiques de police des ICPE. Et donc, clairement, le préfet va devoir également prendre des mesures de police de manière à prendre un arrêté complémentaire, prescrire des travaux donc qui seront nécessaires pour assurer la réhabilitation du site. Alors, vous le savez peut-être, depuis la loi Industrie verte, sur un terrain qui a accueilli une ancienne ICPE, que le terrain ait été réhabilité ou non, s'il n'y a plus d'exploitant, un maître d'ouvrage peut aujourd'hui changer l'usage du terrain à condition de joindre une attestation allure à sa demande de permis de construire ou d'aménager. Donc, il peut passer soit par le dispositif de tiers demandeur que je viens de décrire, ou par le dispositif allure. Alors, comment faire le choix entre les deux? C'est pas toujours évident. Je peux vous donner quelques éléments de réflexion. Bien évidemment, la base, c'est les enjeux qui sont liés à la pollution du site. Si vous avez des enjeux très importants, comme l'a rappelé Corinne Lepage, il sera donc plus intéressant de passer par le dispositif de tiers demandeur pour bénéficier justement de l'encadrement technique et réglementaire robuste de l'inspection des installations classées pour la protection de l'environnement. Vous avez donc un dialogue qui va s'engager entre le dernier exploitant, le tiers demandeur et l'ICPE et l'inspection des ICPE qui pourra vous garantir évidemment des mauvaises surprises, surtout si vous vous trouvez sur un site qui aurait été classé Céveso seuil haut, comme l'a dit Corinne Lepage tout à l'heure. Donc attention effectivement aux mauvaises surprises de ce point de vue. Également, prendre en considération l'historique du site. Quel est son état? Est-ce qu'il y a des pollutions historiques? Quelle a été la procédure de cessation d'activité? Quel est le dernier exploitant? Est-ce qu'il existe toujours? Donc attention à cet égard, s'il y a toujours un exploitant et que le porteur de projet souhaite rétablir et réhabiliter le terrain, vous devez nécessairement passer par le dispositif de tiers demandeur ou attendre évidemment la réhabilitation du site si on est dans le cadre de la procédure classique de remise en état. Enfin, la limite de cette procédure, c'est en cas de défaillance du tiers demandeur, puisque, in fine, si le tiers demandeur venait à être défaillant sur les obligations de remise en état et surtout de mise en sécurité du site, eh bien, c'est le dernier exploitant qui verrait sa responsabilité engagée, puisque dès lors, on va retrouver cette responsabilité résiduelle. Donc, vous le voyez, en cas de défaillance du tiers demandeur, la responsabilité du dernier exploitant ne peut pas être écartée. Donc, un dispositif quand même assez exigeant, qui nécessite un accompagnement juridique et technique, vous l'aurez compris, adéquat, pour ne pas se retrouver face à des difficultés dans l'exécution du projet et ne pas retarder ainsi les projets qui sont menés. Je vous remercie. Micro. On vous entend pas, nous arrivons à la fin de ce webinaire. Quelques mots sur les aides et un petit mot sur la directive sol, avant que vous posiez vos questions. Alors, est-ce qu'il y a des aides? Oui. 5800 hectares de friches ont bénéficié du Fonds vert et du plan de relance entre 2021 et 2024, dont 10 millions de mètres carrés de surface économique. Le coût moyen de remise en état d'une friche pour produire des logements, des locaux, des équipements publics et des espaces verts était évalué à un peu plus de 500 000 € valeur 2023. C'est une moyenne. Vous pouvez avoir des sites qui sont peu pollués et des sites qui sont extrêmement pollués. Alors, pour terminer, je ne pouvais pas ne pas vous dire un mot de la directive SOL, qui a été publié au journal officiel du 26 novembre 2025, donc c'est tout à fait récent, qui est un texte très intéressant puisqu'il comporte de nouveaux instruments juridiques, des outils de surveillance des sols, des méthodologies, des critères et
en particulier une partie qui est consacrée à notre sujet d'aujourd'hui, c'est-à-dire les sites contaminés et la gestion des friches industrielles. Donc, dans ce texte, qui est une directive qui devra donc faire l'objet d'une transcription, nous avons le principe d'une approche par étapes fondée sur les risques pour la santé et l'environnement, avec une hiérarchie des responsabilités qui doivent être établies par les États pour déterminer là où les parties responsables de la mise en œuvre de cette approche par étapes. De quoi s'agit-il? D'abord, d'un recensement des sites potentiellement contaminés. On a ça en France avec Basias, Basoil, on a quand même un certain nombre d'éléments. Et puis, le CEREMA a fait lui-même un recensement. L'étude des sites potentiellement contaminés, là, on en est très loin. Et enfin, une évaluation des risques propres à chaque site. Cette évaluation des risques, qui est donc la troisième étape, doit se faire selon un certain nombre d'étapes. La caractérisation de la contamination en identifiant les contaminants, c'est ce dont Frédéric nous a parlé tout à l'heure. L'évaluation de l'exposition pour déterminer les voies utilisées par les contaminants, ça peut être le sol, ça peut être l'air et ça peut être l'eau. L'évaluation de la toxicité des contaminants sur la santé humaine et l'environnement en fonction de la dose et de la durée d'exposition. Et enfin, la caractérisation des risques pour intégrer les informations permettant de voir l'ampleur et la probabilité des effets nocifs sur la santé et l'environnement. On va donc avoir une systématisation pour chaque site contaminé de cette évaluation, des mesures de réduction des risques qui devront être mises en œuvre et de la manière dont les sites pourront ultérieurement être établis. L'objectif, c'est bien de reconquérir de l'espace, du foncier, et de gérer en même temps, si je puis dire, la qualité de nos sols sur un plan agronomique. Et vous savez que sur ce point-là, Bertrand est beaucoup plus savant que moi, mais il y a énormément de progrès à faire parce que nos sols sont très fatigués, voire morts pour un certain nombre d'entre eux. De suivre la teneur en carbone de nos sols. Là, je retrouve un de mes dadas qui est celui des certificats de carbone qui vont pouvoir jouer également sur les sols. Et enfin, de la reconquête de nos friches industrielles avec des éléments sur le financement, qui est quand même le nerf de la guerre que l'on trouve dans la directive, qui prévoit de mettre en place des programmes financiers de l'Union pour venir aider cette politique qui fera donc l'objet d'un financement spécifique, ce qui est plutôt une bonne nouvelle si on espère pouvoir reconquérir nos friches. Voilà très brièvement résumé ce que l'on peut dire, parce que c'est un sujet qui est très important et vraiment, nous avons la chance en France d'avoir beaucoup d'espace par rapport à d'autres pays européens. Et donc, nos sols, c'est une grande valeur pour notre développement à venir et la protection de l'environnement, évidemment. Y a-t-il, Lise-Hélène, des questions? Pour l'instant, aucune. Donc, je vous invite à lui poser dans J'en ai reçu par email. Oui. Je vous donne la première question que nous avons reçue. Dans quelle mesure un projet d'aménagement peut-il être disjoint de la dépollution? Et est-ce que la dépollution est soumise à la réglementation espèces protégées? Alors, qui peut répondre à ça? Bertrand, vous pouvez répondre à cette question? Eh bien, en fait, c'est moi qui ai envoyé la question à Benjamin. Et c'est une question que je me pose et que plusieurs clients m'ont déjà posée. Lorsque vous arrivez sur une zone polluée où un équilibre naturel pas forcément très développé existe, est-ce qu'il est possible de disjoindre, par exemple, d'un projet solaire, le nettoyage du site où vous avez des gravats, où vous avez parfois des déchets juste polluants qui peuvent polluer la nappe, etc. Parce que la question qui est sous-jacente, c'est qu'une fois qu'on a fait la dépollution, finalement, on est sur un site
où l'environnement a été totalement perturbé. Et donc, l'implication en termes de prise en compte des espèces protégées pour le projet qui suivrait la dépollution n'est pas la même que s'ils font l'état initial avant la dépollution. Et c'est une question pour laquelle, pour ma part, je n'ai pas de réponse. Et c'était un peu le... Peut-être qu'il n'y a pas forcément de réponse à l'instant T. Moi, je suis assez convaincu de la réponse pour le coup. Vas-y. Parce que on retrouve, si vous voulez, toute la logique de la séquence ERC également dans ces procédures, qui est quand même le principe cardinal du droit de l'environnement, éviter, réduire, compenser. Alors c'est vrai que ça semble de prime abord un peu bizarre de se dire, mais en fait, est-ce qu'on pourrait avoir des espèces protégées sur un site totalement pollué? La réponse est oui. Et donc, bah oui, ça me semble, mais c'est vrai que la question peut paraître un peu incongrue au départ, mais oui. Et donc, l'interdiction de porter atteinte aux espèces protégées de l'article 411.1, eh bien, on la retrouve tout aussi forte sur un site qui soit pollué ou non. Et donc, s'il y a effectivement des espèces protégées et, alors on rentre dans un autre débat, sur l'impact des mesures de dépollution du site, analyser ces impacts pour savoir si on est obligé, en passant par le triple filtre ERC, éviter, réduire, compenser, s'il est nécessaire ou pas, d'obtenir une dérogation espèce protégée s'agissant du projet. Mais bien évidemment, et je laisse le soin à Corinne Lepage de compléter mon propos, bien évidemment, la présence d'espèces protégées ne dispense évidemment pas le porteur de projet de tomber, de respecter la procédure justement d'obtention d'une dérogation espèce protégée. Non, je n'ai rien à ajouter à cela. Je suis d'accord avec cette réponse. Lise-Hélène, est-ce qu'on a des questions? Toujours pas, malheureusement. Bon, eh bien, écoutez, si on n'a pas de questions, vous n'avez pas de questions à vous poser, messieurs, entre vous? C'est que les exposés étaient clairs. Eh bien, écoutez, on l'espère. Voilà. En tout cas, merci beaucoup pour votre participation. Permettez-moi de vous souhaiter d'excellentes fêtes aux uns et aux autres et nous nous retrouvons pour un nouveau webinaire TRIZ à la rentrée. Merci beaucoup. Au revoir. Oui, Au revoir. merci Benjamin. Merci Frédéric. Au revoir.